Alors, je reviens sur la diapositive. Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau Flash CPTS consacré au HPV. Je suis Laurence Battestini, je suis infirmière et je suis avec Catherine Aulanier qui est sage-femme. Nous exerçons toutes les deux sur le territoire de la CPTS Pays d'Aubagne et de l'Étoile et ensemble, nous faisons partie du groupe de réflexion consacré aux actions de prévention. Avant de commencer, je voudrais rapidement vous parler du site de la CPTS. Je vous invite à le consulter pour voir ou revoir les précédents webinaires et depuis votre espace adhérent pour ceux qui le sont, mais aussi pour accéder à de nombreuses informations et contenus utiles qui, eux, sont accessibles à tous. D'ailleurs, pour ne rien manquer de notre actualité, pensez à vous inscrire à notre newsletter. Bonjour à tous, merci pour votre connexion et merci Laurence pour cette introduction et je te laisse la parole. Dans un premier temps, avec Catherine, nous allons vous parler du papillomavirus, autrement appelé HPV. Vous pourrez poser vos questions sur le chat tout au long de notre petite intervention et nous y répondrons dans un second temps. Diapo suivante. Qu'est-ce que le HPV ? HPV, c'est un acronyme qui signifie en anglais Human Papillomavirus, ce qui donne en français papillomavirus humain. Déjà, lorsque nous parlons du HPV, nous ne parlons pas d'un seul virus. Sous cet acronyme, il y a plus de 200 virus, c'est une très grande famille. Ils sont classés selon l'endroit où ils préfèrent se développer, c'est leur tropisme, et selon leur potentiel oncogène, c'est-à-dire la possibilité ou non de se développer en cancer. Selon le Centre international de recherche sur le cancer, il y a 12 types d'HPV qui sont dits à haut risque. Diapo suivante. Les infections à HPV sont très contagieuses et sexuellement transmissibles. La plupart du temps, l'infection est inapparente et un système immunitaire compétent permet de s'en débarrasser rapidement. Je laisse la parole à Catherine qui va vous en dire plus. Donc, l'HPV est un virus… Diapo suivante. Pardon. Excusez-moi, Catherine. Oui. L'HPV est donc un virus très fréquent. Quasiment tout le monde le rencontrera au cours de sa vie sexuelle. Et quand on parle de vie sexuelle, rien que les caresses intimes suffisent à la contamination. C'est pour cela qu'on dit que c'est un marqueur de la sexualité. Lors d'un rapport sexuel, il vaut mieux considérer que le préservatif n'est pas efficace pour éviter la contamination car il ne recouvre pas l'ensemble des parties génitales. Il réduit donc seulement le risque. Depuis 2017, la CCP, ou consultation de contraception et de prévention, est proposée aux adolescents, garçons et filles, initialement avec une limite d'âge et depuis 2022, elle a été élargie à tous les jeunes de moins de 26 ans. Cette consultation, prise en charge à 100% par la sécurité sociale, est essentiellement un entretien qui peut être conduit par un médecin traitant, un gynécologue, un pédiatre ou une sage-femme. C'est l'occasion de faire le point avec le patient sur les connaissances ou les besoins d'infos sur sa santé sexuelle. Discussion sur l'anatomie, la sexualité, la contraception, les dépistages, IST et autres, et les vaccinations. C'est donc une bonne occasion pour aborder l'intérêt de la vaccination HPV avec la personne et son ou ses parents accompagnants dans le cadre d'un adolescent. Dans ce cas-là, la présence d'au moins un des parents est intéressante, également pour la constitution du dossier avec les antécédents perso et familiaux, mais la consultation doit comporter un temps de discussion sans le parent pour que l'adolescent puisse s'exprimer librement. La notion de confidentialité est importante à poser. Autre info à donner aux jeunes filles, c'est qu'il n'est pas forcément nécessaire de se déshabiller pour la majorité des consultations avant l'âge de 25 ans, 25 ans étant l'âge des débuts des dépistages. Elles ont souvent une fausse idée du déroulement d'une consultation, ce qui génère des appréhensions qui n'ont pas lieu d'être. Évidemment, suivant les circonstances ou les symptômes décrits par la patiente, un examen clinique pourra alors cependant devenir nécessaire. Diapositive suivante. Alors, l'HPV est un virus ancien avec soit un tropisme cutané, c'est-à-dire que l'affection va concerner les zones cutanées, comme par exemple les verrues des doigts qui sont dues à un HPV2, soit un tropisme muqueux, et cela va concerner le vagin, le pénis, l'anus, la bouche, la langue et la gorge. Il y a des HPV bénins, comme ceux qui entraînent des condylomes ou des verrues génitales, qui sont donc des lésions bénignes, même si elles sont gênantes, douloureuses et contagieuses.
D'autres HPV sont oncogènes, mais notre immunité permet de se débarrasser la plupart du temps de ce virus dans les 1 à 2 ans. Si notre immunité n'est pas assez efficace, le virus reste présent et c'est sa persistance qui amène à des lésions précancéreuses. Pour info, le tabagisme est un facteur aggravant car il diminue notre immunité et chez la femme, ces substances toxiques se stockent dans la sphère génitale. Diapositive suivante. Les infections, nous avons vu que dans certains cas, malheureusement, le HPV provoque des lésions précancéreuses. C'est pour cela que nous pouvons dire que certains HPV sont oncogènes. Le principal cancer lié au HPV est le cancer du col de l'utérus. Tous les cancers du col de l'utérus sont provoqués par un HPV. Les HPV oncogènes peuvent également être à l'origine, comme l'a dit Catherine, de cancers de l'anus, du vagin, de la vulve, du pénis et de certains cancers de la sphère ORL. Diapo suivante. Quelques chiffres selon Santé publique France. 80% des femmes et des hommes seront exposés à ces virus au cours de leur vie. Les cancers du col de l'utérus touchent environ 3100 femmes et causent plus de 1100 décès par an en France. Et chaque année, en France, 6400 nouveaux cas de cancer sont liés au HPV. Plus de 25% de ces cancers touchent les hommes. Aujourd'hui, la vaccination contre les HPV représente une réelle opportunité puisqu'elle prévient jusqu'à 90% des infections à l'origine des cancers. De nombreux pays auront d'ailleurs bientôt éradiqué le cancer du col de l'utérus grâce à une forte adhésion de leur population à cette vaccination. Par exemple, au Danemark, ils estiment que ce sera vers 2040 et en Australie vers 2035. Pourtant, en PACA, au 30 juin 2024, seulement 23% des garçons et 33% des filles étaient correctement vaccinés. Pour la France entière, on parle de 30% pour les garçons et 38% pour les filles. Diapo suivante. Le vaccin contre les HPV qui est actuellement recommandé en France, c'est le Gardasil 9. Comme dit précédemment, c'est un vaccin qui est capable de prévenir 90% des infections HPV à l'origine des cancers. Ce vaccin est sûr, il est utilisé depuis plus de 10 ans. 100 millions d'enfants et d'adolescents ont déjà été vaccinés dans le monde, dont 6 millions en France. Diapo suivante. Comme l'a dit Laurence, l'HPV est la cause de 100% des cancers du col de l'utérus. Pourtant, on considère actuellement que c'est un cancer évitable grâce à la vaccination. En France, l'adhésion à la vaccination est insuffisante. Pour remédier à cela, le gouvernement a initié il y a 2 ans une campagne de vaccination dans les collèges en classe de 5e. Pourquoi si jeune ? Pour commencer avant tout début de vie sexuelle et avant tout risque de rencontre avec des HPV. Ensuite, parce que les études ont prouvé que la réponse immunitaire est meilleure avant 15 ans. Le thymus, cet organe qui joue un rôle essentiel dans notre immunité, est au maximum de sa taille et de ses capacités, et donc de son efficacité à la puberté, avant de commencer à évoluer progressivement tout au long de notre vie. À 20 ans, il a déjà perdu 25% de sa taille. D'où le besoin des 3 doses de vaccin à compter de 15 ans, puisque la réponse immunitaire est moindre. La vaccination vient d'être prolongée pour tous les différents profils de jeunes de moins de 26 ans, mais il faut retenir que plus elle est faite jeune et plus elle sera efficace. Pour la 2e année de campagne vaccinale dans les collèges, les chiffres de l'HPV 13 montrent un taux de vaccination moindre dans les collèges, mais par contre, il y a eu une augmentation de la vaccination en ville. Cette campagne semble donc avoir sensibilisé les parents à cette vaccination. Par ailleurs, il faut noter que la CPAM envoie des mails d'infos aux parents d'enfants en âge d'être vaccinés. Cette campagne sera prolongée l'année prochaine, mais avec un schéma différent. La première dose se fera en classe de 5e et la 2e dose en classe de 4e, puisque le délai entre les 2 doses peut être de 13 mois. Diapositive suivante. En ce qui concerne les effets secondaires, donc ils sont assez rares, mais les plus fréquents, c'est la douleur au moment de l'injection, puis plus rarement une petite réaction inflammatoire au niveau du site de l'injection qui peut durer quelques jours. Il arrive parfois aussi que la vaccination provoque de la fièvre plus ou moins accompagnée de douleurs musculaires. Dans ces cas-là, on peut proposer du paracétamol. Et dans de très rares cas, le jeune patient peut faire une réaction allergique. Il faut savoir que tout professionnel qui vaccine a à portée de main ce qu'il faut pour réagir en urgence puisqu'il connaît ce risque. Et notamment, durant la campagne dans les collèges,
Toutes les règles de sécurité sont scrupuleusement respectées. Puis, en ce qui concerne la prise en charge, au collège, la vaccination est complètement gratuite. Par contre, en ville, dans le cadre des recommandations de la Haute Autorité de Santé, la prise en charge est de 65% par la sécurité sociale, qui est complétée généralement par les mutuelles. Mais la prévention du cancer du col de l'utérus, ce n'est pas uniquement la vaccination. Diapo suivante. Donc, se faire vacciner, c'est bien, mais ça n'empêche pas donc d'oublier le dépistage. Seul le cancer du col de l'utérus bénéficie d'un dépistage qui se fait par une analyse des cellules du col à partir de 25 ans, puis 1 an après, puis 3 ans après. Donc, le schéma classique, c'est 25 ans, 26 ans, puis 29 ans. À partir des 30 ans, l'examen est le même pour la patiente, mais le laboratoire recherchera en première intention la présence d'un HPV, d'un papillomavirus oncogène. Si cette recherche est négative, le prochain contrôle se fera 5 ans après. On va espacer donc